petit peu de temps pour essayer de chercher les suivants. Alors, il y avait la fin du 10 qui était à faire. Voilà. Exercice 10, c'était celui-ci. Il restait la fin. Alors, on avait dit, où est-ce qu'on en était dans cet exercice? Calcul à carré, on avait vu que A carré était égal à A, donc le F, on avait déduit que F était une projection vectorielle, F étant l'application linéaire qui est représentée par la matrice A, application canoniquement associée. Détermine base du noyau et de l'image, je crois qu'on avait fait. On avait trouvé une base du noyau, c'est ça, ouais, on n'avait pas fait l'image encore. Donc on va faire l'image aussi. Petit 2, donc im de F. Donc on va partir de là. Alors, image. Comment est-ce qu'on trouve une base de l'image? Proposez-moi des choses, qu'est-ce que vous avez fait? Allez, on essaie de poser des choses. On peut prendre les colonnes de la matrice A. Oui. Et ensuite, on va faire comme d'habitude avec le rang et on va chercher à voir si c'est lié ou non. Ouais, tout à fait. Simplement, ici, comme on a déjà... Alors, je me place dans l'optique où on a déjà trouvé le noyau, d'accord? Oui, comme on sait qu'on est dans R-cube, on va forcément avoir un truc de rang 2, et donc de dimension 2 pour une de F. Donc on sait que c'est déjà lié, quoi. Et en plus, comme on peut faire la somme, on sait qu'on peut déjà enlever le premier. Donc on n'a que les colonnes 2 et 3 qui peuvent... Enfin, qu'on peut utiliser pour faire l'espace engendré par M de F. Bah, tout à fait, mais pourquoi on s'embête à corriger? Vous savez tout faire, c'est bon, pas besoin de corriger. Hein. Je passe à la suite ou si on rédige quand même un petit peu? Donc oui, effectivement. Ok. Oui, effectivement, c'est une bonne idée. Donc pour l'image, donc le théorème du rang nous dit que l'image est dimension 2. D'accord, théorème du rang, la dimension de l'image est de 2, parce que le noyau est dimension 1 et qu'on est dans R3. Alors, sachant que l'image est dimension 2 et qu'on a à la matrice, on sait que les colonnes de la matrice forment une famille génératrice de l'image. Et comme l'image est de dimension 2, ben on est sûr que les colonnes vont être liées. Et du coup, il suffit de prendre 2 vecteurs parmi les 3. Il n'y a pas besoin d'échelonner, etc., chercher le rang. Parce qu'en fait, on sait déjà que la famille sera de rang 2. On le sait à l'avance, puisque l'image est de dimension 2. Donc, on sait que ça, c'est le rang de la matrice A. Okay. Ce qui veut dire que bah, vous pouvez vous contenter de dire je prends les 2 premières colonnes et ça donne une base de l'image parce que les 2 premières colonnes sont des images. Donc les deux, par exemple, on choisit les 2 premières colonnes qui sont libres. On choisit une famille libre. On choisit 2 vecteurs images libres. Donc par exemple, on va dire C1 et C2. Qu'est-ce que c'est que C1 et C2? Bah, c'est les colonnes 1 et 2 de la matrice A. La colonne 1 et 2 de A. Encore C1, C2, c'est pas vraiment une notation, on va dire, consacrée, mais ça se comprend bien, c'est assez standard, comme colonne 1, colonne 2, C1, C2. Alors, souvent, on parle comme ça. Et du coup, on peut en déduire que im de F, ça serait vect, et ben, des 2 vecteurs de la colonne, par exemple, les 2 premiers vecteurs, mais j'aurais pu prendre les 2 derniers, ou le premier et le dernier, j'aurais pu prendre 2 vecteurs quelconques parmi les 3 qui étaient proposés. Moins 1, 0, moins 1. Voilà, donc il suffit de dire ça finalement, puisque là on a déjà trouvé le noyau, donc ça nous aide pas mal à trouver l'image. Évidemment, si vous avez fait les choses dans l'autre ordre, bah, c'est le contraire. Hein. Si vous avez déjà trouvé l'image, bah, du coup, si vous avez trouvé l'image en premier, bah, il faut prendre les 3 vecteurs de la matrice, les échelonner, vérifier que c'est de rang 2, choisir 2 vecteurs, dire que le noyau il est de rang 1, et puis faire la somme des vecteurs et s'apercevoir qu'on a trouvé un vecteur du noyau. Ok, donc on peut faire les choses dans l'ordre qu'on veut, c'est plus ou moins équivalent. Expliquer sans calcul pourquoi la somme est directe. Ben ça, on avait vu, en fait, on l'a déjà dit, c'est parce qu'elle fait une projection. Comme on l'a dit hier, quand on a affaire à une projection, on est sûr que le noyau et l'image sont supplémentaires dans R3. Donc, pour une projection vectorielle, F étant une projection vectorielle, là, je vais un petit peu vite parce qu'on l'a vu, F étant une projection vectorielle,
on sait que pour une projection, noyau plus image égale R3. Alors attention, c'est faux, évidemment, pour une application linéaire quelconque, c'est totalement faux, mais pour une projection, c'est vrai. Donc, la somme est directe. Ker de F plus in de F est une somme directe. On peut dire ça directement. Alors après, quelle est la matrice de F donc relativement à une base adaptée à la somme directe? Ok. Alors dans cette question, on cherche une base adaptée à la somme directe. Alors qu'est-ce que c'est qu'une base adaptée à la somme directe? C'est une base dont vous avez un morceau dans le noyau, un morceau dans l'image. Bah, du coup, c'est assez facile de trouver une base adaptée. Qu'est-ce qu'il suffit de faire? Moi, j'ai réuni les vecteurs de l'image et les vecteurs du noyau. Ouais, tout simplement. On a une base du noyau, une base de l'image. Comme la somme est directe, on sait que la réunion des deux est une base de l'espace tout entier, c'est-à-dire R3. Donc j'utilise ces propriétés-là sur les supplémentaires qu'on avait vues dans le chapitre précédent. Alors, pour trouver une base adaptée à la somme directe, je vais prendre base du noyau, union base de l'image. Alors ça me donne la famille 1, 1, 1, virgule, et puis là je prends les deux vecteurs de l'image 2, 1, 1, mais bon, si je n'ai pas pris les mêmes, c'est pas grave, d'accord, si j'ai pris d'autres vecteurs. Alors pour le noyau, c'est plus ou moins celui-là qu'on aurait pu prendre, mais pour l'image, j'avais le choix des vecteurs de la colonne de la matrice. Donc voilà, cette base-là, donc ça appartient à Ker, et ceux-là, ils appartiennent à Im. Donc c'est bien une base adaptée parce qu'il y en a un morceau dans le noyau, un morceau dans l'image. C'est un peu comme si vous aviez, je vous rappelle ces images géométriques là, vous avez vos deux espaces en somme directe, et ben vous prenez des vecteurs dans le premier espace, un vecteur dans le deuxième espace, et puis vous faites la réunion de ces trois vecteurs, et ça vous donne une base adaptée à la somme de ces deux espaces. Alors, dans cette base, il faut trouver la matrice. Alors, on pourrait utiliser les formules de changement de base, évidemment, puisqu'on a une nouvelle base. On pourrait faire ce qu'on a fait ce matin, mais ici, ce n'était pas du tout nécessaire de faire tout ça. Donc, nous, on cherchait la matrice de F. Alors, on va appeler peut-être B', cette nouvelle base. Je ne sais pas si elle avait un nom. Je vais l'appeler B'. Moi, je cherche la matrice de F dans B'. Ça revient à dire que je cherche l'image de chaque vecteur de la base. Donc, l'image de 1, 1, 1, je vais le mettre dans la première colonne. Okay. L'image de 2, 1, 1 dans la deuxième colonne. Et l'image de moins 1, 0, moins 1 dans la troisième colonne. Mais attention, il faut que j'écrive ça en fonction de la base, pas la base canonique. Il faut que j'écrive ça en fonction de la base que j'ai choisie, c'est-à-dire la base B'. Donc voilà, je suis obligée de trouver cette matrice en disant que c'est l'image de chaque vecteur. D'accord, mais attention, écrit dans la nouvelle base, pas écrit dans l'ancienne base canonique. Donc, peut-être que je peux commencer avec la première colonne, parce que la première colonne, elle est facile à trouver. C'est quoi l'image de 1, 1, 1 sans calcul? Sans calcul, qu'est-ce qu'on sait du vecteur 1, 1, 1 par rapport à notre exercice? Ah, il appartient à un vecteur. Alors, il appartient plutôt à Ker. Ouais, oui, pardon, Ker. Il appartient au noyau, effectivement. Donc, sur l'image, c'est quoi? 0, 0, 0, 0, 0. Ouais, et ça, c'est 0, 0 dans n'importe quelle base. Parce que le vecteur nul, il s'écrit vecteur nul dans n'importe quelle base. Donc, c'est 0, 0, 0, la première colonne, assez évidente. F de 1, 1, 1, ça, c'est le vecteur nul de R3. Donc, j'ai trouvé ma première colonne. Après, pour trouver les autres colonnes, je dois faire l'image du vecteur 2, 1, 1. Alors, pour ça, je peux utiliser la matrice, d'accord? Je fais la matrice A que multiplie le vecteur 2, 1, 1 pour trouver son image. Donc, la matrice A, c'était 2, 1, 1. C'était moins 1, 0, moins 1, et c'était moins 1, moins 1, 0, que je multiplie par le vecteur 2, 1, 1. Voilà, j'utilise les matrices pour calculer les images. Je fais mon produit matriciel. Alors, ça fait 2 fois 2, 4, moins 1, ça fait 2. 2 fois 1, 2. Mais, non, mais je suis complètement... Mais non, mais est-ce que j'ai besoin... J'ai oublié un truc fondamental dans l'exercice. Est-ce que j'ai besoin de faire le calcul, en fait? Qu'est-ce que je vais retrouver à la fin?
On va retrouver la même matrice, non? Parce que c'est projeté Alors, quelque chose comme ça. oui, c'est ça. En fait, on va retrouver le même vecteur. Ouais. Je vais retrouver 2, 1, 1. Sans calcul, je suis sûre que je retrouve 2, 1, 1. Pourquoi? Parce que si je sais que un vecteur U appartient à im de f, l'image, c'est imaginez, vous projetez sur le plan, là, par exemple. Et bien, un vecteur du plan, il se projette sur lui-même. Donc, pour une projection, on est sûr que les vecteurs de l'image sont leur propre image, justement. F de U égale U. Alors, si jamais on avait oublié, ben, c'est pas très long de le vérifier. Quand vous allez faire l'image de 2, 1, 1, vous allez vous retrouver avec 2, 1. Mais vous vous rappelez, c'est F de F, F moins F égale F. Vous vous rappelez de ça pour les projecteurs? On avait calculé que F moins F égale F. Ben, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que quand vous calculez F de 2, 1, 1, en fait, vous faites l'image de quelque chose. Donc, vous allez vous retrouver avec F de 2, 1, 1. Quand vous faites F de 2, 1, 1, vous vous retrouvez avec F de 2, 1, c'est-à-dire avec F de 2, 1, 1. Et ça, c'est 2, 1, 1. Voilà, donc en fait, vous vous retrouvez avec cette propriété. Donc, pour les vecteurs de l'image, on a ça. Du coup, je n'ai pas besoin de faire de calcul. Ce qui veut dire que, qu'est-ce que j'écris ici? Est-ce que j'écris 2, 1, 1 dans ma colonne ici? 0, 1, 0. Ouais, en fait, ce ne sera pas 2, 1, 1, mais ce sera plutôt 0, 1, 0. 0, 1, 0. Pourquoi? Parce que quand je dis que c'est 2, 1, 1, ben c'est par rapport à ma nouvelle base, c'est 0 fois 1, 1, 1, plus 1 fois 2, 1, 1, plus 0 fois moins 1, 0, moins 1, j'avais oublié. 0 en fait. Et du coup, sur le même principe, qu'est-ce que j'écris en troisième colonne? 0, 0, 0, 0, 1. 0, 0, 1, exactement. Pourquoi? Parce que l'image de moins 1, 0, moins 1, c'est encore moins 1, 0, moins 1, parce que c'est un vecteur de I de F, et que du coup, bah, dans la nouvelle base, bah, ce sera ça. Donc, vous voyez ce que je voulais dire ce matin quand j'expliquais les formules de changement de base, on m'a dit, mais à quoi ça peut servir, etc. Bah, par exemple, si j'avais choisi cette nouvelle, quand je choisis cette nouvelle base B', bah, je vois que la matrice de F dans B', elle est super simple, elle a des zéros partout, sauf qu'elle a 2 1 sur la diagonale. Et donc, j'aurais pu retrouver cette matrice en faisant les formules de changement de base, en disant, cette matrice B', cette matrice F écrite dans B', si j'utilise ce que j'ai vu ce matin, ben, je la retrouve en disant que c'est la matrice de F écrite dans la base canonique au début, multipliée ici par la matrice donc, de B' écrit dans B, pardon, B' écrit dans la base canonique, c'est-à-dire ma matrice ici de passage, ce serait la matrice avec les coordonnées des vecteurs de la base, donc 1, 1, 1, 2, 1, 1, et je ne vois plus le dernier, c'est moins 1, 0, moins 1. Voilà, ça, ce serait la matrice de passage. Et ici, par la matrice de passage inverse, c'est B' écrit dans la base canonique, puissance moins 1. Donc, ce serait l'inverse de cette matrice P, si je dis que ça, c'est la matrice P. Donc, vous voyez que si vous voulez vous entraîner, vous pouvez très bien prendre la matrice A, la multiplier à droite par cette matrice, à gauche par la matrice inverse, ben vous retrouverez cette matrice. Sauf qu'ici, ce n'est pas du tout la peine de faire ça, puisqu'ici, nous, on arrive à retrouver les vecteurs directement dans la nouvelle base. Et donc, la matrice de F dans la base B', c'est juste l'image des vecteurs de la base B' écrite dans la base B'. Donc, si on arrive à les trouver de tête sans faire de calcul de changement de base, c'est mieux. Ici, on y arrive très facilement. Il y a des cas où ce ne sera pas facile, mais ici, c'est très facile de le faire. Donc, on constate que cette matrice est beaucoup plus simple dans la base adaptée à la somme directe. Madame. Oui? Pourquoi Madame. Alors, attendez, il y a une question. Oui, je n'entends pas très bien. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas la matrice identité ici? Enfin, je comprends pourquoi est-ce que ça fait 0 pour le premier vecteur, oui. Mais je ne comprends pas du coup pourquoi est-ce que ça ne fait pas 0 pour les autres, ou alors à l'inverse, pourquoi est-ce qu'on n'a pas du coup la matrice identité complète? Bah, parce que justement, tu as choisi des vecteurs qui avaient des rôles tout à fait différents. Le premier, il est dans le noyau, et les deux autres sont dans l'image. Donc, typiquement, la première image, elle va être nulle parce que tu as pris un vecteur du noyau. Et par contre, les autres, quand ils sont dans l'image et qu'ils sont leur propre image,
et ben, justement, cette partie-là, ça sera la partie identité. Tu pourrais dire que F restreinte à in de F, c'est l'application identité. C'est-à-dire si tu considères la restriction de l'endomorphisme F juste au plan image, ben, c'est l'application identité. Mais F elle-même, complètement, ce n'est pas l'identité à cause du fait qu'il y a certains vecteurs qui ne se projettent pas sur eux-mêmes. Je ne sais pas si c'est clair. Mais F restreinte à image, eh ben, c'est l'application identité de in de F. Parce que justement, il y a ce bloc-là qui est le bloc matrice identité de taille 2. Donc si vous restreignez à votre application F qui part de l'image qui arrive dans l'image, eh ben, c'est l'application identité de in de F. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question. Parce que le premier vecteur, il est dans le noyau, il n'est pas dans l'image. Donc, il est différent, son image est différente de celle des autres. Voilà. Bon, cette histoire de restriction, on ne va pas pousser plus loin, mais ça pourrait faire l'objet d'un autre exercice, effectivement. Est-ce qu'il reste des questions? Il y avait une autre question, je crois, sur... Oui, j'avais une question. Pourquoi on ne pouvait pas directement dire que c'est la base B', c'est B de ker union B de im? Je ne comprends pas ta question. Enfin, là, on cherche une base adaptée. Pourquoi on ne pouvait pas directement dire que c'est la base B', que c'est l'union de ker et de im? On pouvait, c'est ce qu'on a dit. On a dit que B', c'était B de ker union B de im. On l'a dit tout de suite. Par contre, après, du coup, on a cherché la matrice dans cette base adaptée. Mais on a dit tout de suite que la base adaptée, c'était la base de ker union la base de im. OK? Ouais. Enfin, pour moi, j'aurais gardé directement les vecteurs 1, 1, 1, 2, 1, 1 et 1. Ah, OK. OK, d'accord. Toi, tu aurais écrit dans la matrice 1, 1, 1, 2, 1, 1, c'est ça? Oui. OK, alors oui, si tu fais ça, le problème, c'est que tu ne respectes pas le fait que tu dois écrire selon les vecteurs de la base. Justement, quand tu écris B' ici, ça veut dire que c'est B', virgule B', en fait. Toi, si tu écris 1, 1, 1, 2, 1, 1, etc., tu me donnes B', virgule canonique. C'est-à-dire que tu m'écris les vecteurs images de B', mais dans la base canonique, pas dans la base B'. OK. OK. Donc, comme la base d'arrivée est différente, il faut trouver les coordonnées dans la nouvelle base. C'est ce qu'on a fait ici. Alors ici, c'était très facile parce qu'il se trouvait que la base était bien choisie pour que les calculs soient faciles, justement. Parfois, c'est plus dur. Donc, il ne faut pas garder simplement ce qu'on trouve, puisque les vecteurs qu'on trouve, par défaut, ils sont dans la base canonique. Et nous, on ne les veut pas dans la base canonique, on les veut dans la nouvelle base. Il faut faire attention à ça. Ici, là, je peux mettre en rose là, les vecteurs de la base B', ils apparaissent à la fois au départ et aussi à l'arrivée. De toute façon, on va travailler un petit peu sur les changements de base. On va essayer de faire l'exercice là-dessus tout à l'heure pour illustrer un peu ce qu'on a vu. Mais d'abord, on va corriger l'exercice 12. Je galère avec ma souris. Voilà, c'est exercice 12. Voilà. Alors, voilà cet exercice. Donc, c'était... alors, pour une fois, on change un petit peu d'espace vectoriel. On se place dans un espace vectoriel de fonction. Vous allez voir à quoi ça peut servir de faire ça. Donc, le but ultime de cet exercice, c'est de calculer la dérivée énième de cette fonction. Et bien, en fait, on peut utiliser des espaces vectoriels et des applications linéaires pour faire ça et des matrices. Vous allez voir comment. On voudrait donc, par exemple, je vous demande de dériver, moi, 50 fois cette fonction. Et c'est quoi la réponse? La dérivée 50e de cette fonction, c'est quoi? Eh bien, ce n'est pas une question super simple. Il va falloir vraiment dériver 50 fois pour y arriver. On va voir qu'on va pouvoir trouver une formule à base de matrice, trouver une formule qui va nous donner la réponse directement, grâce à ce qu'on a vu sur les applications linéaires et les matrices. Oui, ça s'adapte vraiment à différentes situations, pas forcément des situations auxquelles on pensait au départ. Alors, les fonctions f1, f2, c'est exponentielle de x et x exponentielle de x. On considère donc l'espace vectoriel engendré par ces deux fonctions. Donc, en gros, toutes les combinaisons linéaires qu'on peut former à partir de ces fonctions. Et l'endomorphisme dérivé, c'est-à-dire phi. Et l'endomorphisme phi, mais ensemble. Steve Noir, ok. Steve Noir ne peut pas.
Bon, alors on va faire comme ça, c'est pas grave. Si, c'est grave, on va pas choisir mon stylo. Bon, alors l'endomorphisme phi, c'est. Il faut que je revienne comme d'habitude. Ouais, c'est bon, je pense. Bah non, il ne veut pas que je prenne le stylo. Modifie. Voilà. Bon, cette fois. Ah non, toujours pas. Bon, je ferme et je roule. Voilà. Ici, je vais pouvoir avoir mon stylo comme je veux. Je repartage par contre, c'est bon. Voilà. Alors, cette fois, est-ce que je peux écrire mon endomorphisme? Oui, je peux. Donc, phi qui va de E dans E, qui a une application F associe sa dérivée F'. D'accord? Donc, voilà. Alors, il fallait déjà montrer que B, qui était constitué de F1 et de F2, était une base de E. Alors, E, c'est vecte de F1, F2. Donc, la partie génératrice, on l'a déjà, hein, puisque E, c'est l'espace engendré par F1, F2. Donc, qu'est-ce qu'il suffit de dire pour prouver que cette famille B est une base de E? Il suffit de dire que les fonctions sont non proportionnelles. Voilà, F1, F2 est une famille libre, exactement. Les fonctions sont non proportionnelles. Parce que, par exemple, il y en a une qui va s'annuler en 0, et l'autre, elle ne s'annule pas en 0, par exemple. F1, F2 et F2 ne sont pas proportionnels. Donc, je peux voir qu'elles ne sont pas proportionnelles, parce que, par exemple, si elles étaient proportionnelles, dès qu'il y en a une qui s'annule, l'autre devrait s'annuler aussi. Or, F2 de 0, ça fait 0. Et 0, ce n'est pas égal à F1 de 0. Donc, elles ne sont pas proportionnelles. Il y en a une qui s'annule alors que l'autre ne s'annule pas, par exemple. Donc, c'est bon, on a bien une base qui est une base de E. OK. Alors, ensuite, déterminer la matrice A de phi dans la base B. Donc, moi, je voudrais la matrice de phi dans la base B. Alors, quelle taille a cette matrice déjà? C'est une matrice qui sera combien de lignes, combien de colonnes? Mais là, elle a une ligne et deux colonnes. Enfin, je pense. Alors, pas tout à fait, pas une ligne et deux colonnes. Parce que si c'est un endomorphisme, vous allez arriver, partir de la base B, arriver. C'est un truc carré, non, du coup? Ouais, matrice carrée, 2 lignes et 2 colonnes, exactement. Okay. Et donc, pour trouver ces lignes et ces colonnes de la matrice, je vous rappelle, on fait toujours la même chose. On calcule l'image, alors par phi, du premier vecteur de base, l'image du deuxième vecteur de base, et on l'écrit en fonction de F1 et de F2. D'accord? Donc, ma base, c'est F1 et F2. L'image de F1 et l'image de F2, écrit en fonction de F1 et F2. Donc, pour ça, je vais calculer phi de F1 et phi de F2. Qu'est-ce que c'est que phi de F1? C'est F1', donc c'est la dérivée de F1. Donc, pour dériver F1, je vais dire que F1, c'est exponentielle 2x. Donc, c'est la dérivée d'exponentielle 2x. 2 exponentielle 2x. Si je vais écrire ça en fonction de F1 et F2, qu'est-ce que je peux dire? Ça fait 2F1 et 0F2. Ouais, c'est 2F1 plus 0F2. Donc, ma première colonne va être 2, 0. Ok, je fais pareil pour F2, je vais calculer F2'. C'est la dérivée de x, e de 2x. Donc je fais ma dérivée produit. U'(v) plus uv'. Alors uv', ça va me donner 2x, e de 2x. Pareil, j'essaie d'écrire ça en fonction de F1 et F2. Qu'est-ce que ça me donne? 1 F1 et 2 F2. Ouais, une fois F1 plus 2 fois F2. Donc, ma deuxième colonne, ce sera 1 et 2. Voilà, c'est une matrice triangulaire supérieure. Donc là, pour justifier, en effet,
je peux justifier par les deux calculs qui sont ici. D'accord? Est-ce que ça va? Vous aviez réussi à tomber sur cette matrice? En tout cas, ben, voilà, j'ai ma matrice phi. Alors, on l'appelle A ici. Ça, c'est la matrice A. C'est la matrice de phi écrite dans la base B. Okay. Et donc, en écrivant A égale 2 identités plus B, calculé à puissance n. Alors ça nous fait penser un petit peu à ce qu'on a fait dans un exercice précédent. A, c'est la matrice 2, 0, 1, 2. Donc c'est bien 2 fois la matrice identité, plus la matrice. Alors qu'est-ce qui reste? Ben, il reste une matrice avec un 1 dans le coin supérieur. Et donc cette matrice, on va l'appeler B. Appelons ceci B. Alors, on a déjà fait ça dans un autre exercice. Est-ce que vous vous souvenez du principe ici? Moi, je dois calculer A puissance n. Pour un entier n, qu'est-ce que je dois faire? Toast A carré, A cube pour voir. Alors, ouais, c'est pas... Alors, oui, on peut faire ça. Mais si je veux utiliser la formule du binôme, c'est pas particulièrement A carré, A cube qu'il faudrait que je trouve, mais plutôt... Parce qu'en fait, quand je vais calculer A puissance n, je vais calculer 2 identités plus B puissance n. Et si je veux utiliser ma formule du binôme, c'est les puissances de B qu'il faudrait que je connaisse pour déduire les puissances de A. Donc, c'est plutôt B carré, B cube qu'il faudrait que je calcule. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'avec la formule du binôme, ça me dit que ça, c'est la somme. K allant de 0 jusqu'à n, d'accord? Je vais de 0 jusqu'à n. Des K parmi n. Première matrice à la puissance... alors, on va mettre à la puissance K, ici, multiplié par la deuxième matrice à la puissance n-K. Voilà, ça c'est ma formule du binôme que j'ai appliquée. Attention, il y a une condition pour appliquer cette formule, laquelle? Ouais, le produit doit être commutatif. Voilà, ici, je sais que 2 fois la matrice I2 fois la matrice B, ça fait 2 fois la matrice B, c'est bien la même chose que la matrice B multipliée par 2 fois la matrice I2. Donc, produit commutatif, je peux utiliser la formule du binôme. Voilà, ça, c'est voir exercice, si jamais vous voulez une petite référence par rapport à ce qu'on a déjà fait. On a déjà fait ça dans l'exercice 3. C'est la même méthode que l'exercice 3. On peut mettre en relation les deux questions là, puisque c'est la même chose. Donc, c'est vrai que maintenant, il va falloir que je calcule peut-être B carré et B cube, etc. B carré, essayons de la calculer. C'est 0, 1, 1, 0, 0 fois 0, 1, 0, 0. Quand je fais mon produit, alors vu que c'est une matrice triangulaire et diagonale, ben, je sais qu'elle va rester triangulaire. Je sais que sur la diagonale, j'ai le produit des éléments diagonaux. En fait, il ne me reste plus que ce coefficient-là à calculer. Donc, ce coefficient, je le calcule en faisant 0 fois 1 plus 1 fois 0. Donc, en fait, ça me fait 0 aussi. Donc, ça veut dire que pour tout entier K qui sera supérieur ou égal à 2, j'aurai B à la puissance K qui sera la matrice nulle. Donc, je vais essayer d'utiliser ça pour simplifier ma formule A puissance n. Alors ça, normalement, vous auriez dû bien réussir parce qu'on a fait un exemple en amphi, on a fait un exercice déjà avant, et c'était la 3e fois qu'on revoyait la même chose. Donc, normalement, ça aurait dû être bien réussi. J'espère que c'est le cas. Que vous arrivez à retenir les méthodes au fur et à mesure qu'on les voit. Alors, K parmi n. Qu'est-ce qui va me rester dans ma somme? Alors, attention, ici, vous voyez que j'ai mis B puissance n moins K. C'était peut-être pas très judicieux, j'aurais peut-être dû... Je sais que je peux mettre les indices, je peux les échanger. En fait, je peux mettre K sur ça ou n moins K sur celui-là. Alors, ouais, pour ceux qui n'ont pas vu la formule du binôme, juste pour retenir cette formule, il y a un moyen mnémotechnique. Cette formule du binôme, elle est valable pour x plus y puissance n. Alors, juste un petit moyen mnémotechnique pour la retenir, cette formule-là. En fait, donc c'est
l'indice, il varie toujours de 0 jusqu'à n. N étant la puissance que je demande. Par exemple, si je voulais x plus y à la puissance 6, ben, je dirais, je fais la somme pour k allant de 0 jusqu'à 6. Puis après, alors j'ai k parmi n. Donc là, ce serait k parmi 6. Alors, à calculer avec la formule des coefficients binomiaux, le triangle de Pascal, si vous voulez. Puis après, j'ai x à la puissance k, y à la puissance n-k. Donc là, il ne faut pas se tromper dans les coefficients. Et un moyen mnémotechnique, c'est de se rendre compte que la somme des exposants fait toujours n. Quand vous faites k plus n-k, ça fait n. C'est-à-dire que dans votre développement du binôme, la somme de mes exposants fait toujours n. Par exemple, un exemple tout bête, un x plus y au carré. Ça fait x carré plus 2xy plus y carré. Je ne vous apprends rien là. Mais bon, si vous regardez, vous avez 3 termes ici. Et votre somme, alors si vous allez jusqu'à 2, bah, ça fait la somme de 0 jusqu'à 2. Donc vous avez bien 0, 1 et 2, ça fait bien 3 termes. Alors après, 2 parmi k parmi 2, bah, 0 parmi 2, ça fait 1, c'est ce qu'on observe ici. 1 parmi 2, ça fait 2, c'est celui qu'on observe ici. Et 2 parmi 2, ça fait 1, c'est celui qu'on observe ici. Et puis après, j'aurais du x puissance k, y puissance n moins k, sachant que n valant 2. Je vois que si k vaut 0, ça va me donner x puissance 0, y au carré, c'est lui. Si je mets k égale 1, ça va me donner x, y. Donc, on voit que la somme des exposants 1 plus 1, ça fait bien 2. Et x au carré, il est obtenu pour k égale 2. Et pour y, du coup, ça va faire un exposant 0. Donc, vous voyez que si je réécris ma formule comme ça, x puissance 1, y puissance 1, ça fait x puissance 0, y puissance 2. Vous voyez qu'en fait, la somme des exposants fait toujours la valeur totale, 2 ici, 2 plus 0, 1 plus 1, 0 plus 2. Et puis que vous pouvez, si vous voulez, parcourir. Si j'échange et que je mets le 2 moins k ici et le k ici, ça ne change absolument rien parce que la formule, elle est symétrique en x et y. Donc en fait, je peux adapter les exposants, ça dépend. Soit je lis de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite, ça dépend. Donc si j'échange, ici, ça me fait simplement parcourir la formule de la droite vers la gauche à la place de la gauche vers la droite. Donc ça ne change absolument rien par rapport à la formule. Bon, tout ça pour dire que par exemple, si je voulais x plus y puissance 3, ben, je saurais que j'aurais d'abord du x cube, après j'aurais du x carré y, parce que la somme des exposants fait toujours 3. Après, j'aurais du xy carré. Après, j'aurais du y cube. Et en termes de coefficients, j'aurais 0 parmi 3, 1 parmi 3, 2 parmi 3 et 3 parmi 3. Voilà. Et donc, au final, ça fait 1. Donc, ça ferait x cube. Ça fait 3, donc 3x carré y. Après, je sais d'après mon triangle de Pascal que mes coefficients sont symétriques. Donc 2 parmi 3, c'est pareil que 1 parmi 3. Ça fait 3 aussi. Et là, il me resterait juste y cube. Et donc par symétrie. Vous voyez que je peux trouver comme ça en développement. Alors, pourquoi je dis tout ça? Déjà parce que vous n'avez pas vu la formule du binôme, donc c'est pour expliquer un petit peu. C'est pas super compliqué à comprendre. Et sinon, c'est aussi pour dire que ça ne m'arrange pas que j'ai mis n-k ici. Et k ici, je vais faire le contraire. Je vais mettre n-k sur celui-là et k sur celui-là. Madame, juste une question. Oui. Pourquoi 1 parmi 3, ça fait 3, et pourquoi 2 parmi 3, ça fait 3? Alors, 1 parmi 3, alors ça veut dire, c'est le... Alors, tu as deux façons de le voir. Soit je prends ma calculatrice, je vérifie, ça fait 1. Ça, c'est la troisième façon. Et sinon, ça fait 3 factoriel sur 1 factoriel, 3 moins 1 factoriel, si tu te rappelles de la formule. Donc, ça fait 3 factoriel sur 1, ça fait ici, ça fait 2. 3 factoriel divisé par 2 factoriel, ça fait 3. Parce que quand je simplifie, il y a un truc. Oui, ok. Même si ça fait péter des AS. Et sinon, si j'ai 2 parmi 3, en fait, c'est la même chose. J'aurai 3 factoriel sur 2 factoriel, 3 moins 2 factoriel. Et donc, en fait, je retrouve la même chose. Je retrouve 3 factoriel sur 2 factoriel aussi.
Ça fait donc 3. Alors, en règle générale, 1 parmi n, ça fait toujours n. L'autre façon de voir les choses, c'est de savoir que 1 parmi n, c'est le nombre de façons de choisir un objet quand tu as n objets. Bah, tu as n façons de choisir un objet parmi n. Tu as 3 façons de choisir un objet parmi 3. Si tu as 3 objets qui s'appellent ABC, bah, choisir un objet parmi ces 3-là, ça va être soit je prends le A, soit je prends le B, soit je prends le C. Donc j'ai 3 façons de faire ça, ce qui correspond à 1 parmi 3. Tu peux aussi le voir comme ça. Merci. Voilà, ces coefficients, ils interviennent dans différentes situations. Alors si je reviens à nos moutons, je reviens à ma formule du binôme, donc K parmi n. Que va-t-il rester finalement? Puisque je sais qu'à partir de 2, ma matrice B puissance K va être nulle à partir de K égale 2. Donc si j'écris juste les termes qui restent là, qu'est-ce qui va me rester? Donc, à partir de K égale 2, ça fait 0. Il va rester 0 parmi n fois identité de 2 fois 2 puissance n. Ouais, 0 parmi n fois, attention, 2 fois identité de 2 à la puissance n moins 0, voilà, attention, fois b puissance 0, ok, plus, quoi d'autre? 1 parmi n fois b fois 2 puissance n moins 1. Ouais, fois 2 identités puissance n moins 1 fois la matrice b à la puissance 1. D'accord, donc là, c'est le terme pour k égale 0, et là, c'est le terme pour k égale 1. Puis pour k supérieur ou égal à 0, ben, c'est nul. En fait, tout est nul. Donc, j'ai plus qu'à faire le calcul. 0 parmi n, ça fait 1, comme on a déjà vu. Attention, là, j'ai 2 identités à la puissance n. Ça fait 2 puissance n fois identité puissance n, ça fait 2 fois identité. Fois la matrice identité, ben, il va me rester 2 puissance n fois la matrice identité ici. Parce que b puissance 0, ça fait identité aussi. Mais attention, le 2 est à la puissance n, il ne faut pas l'oublier ce coefficient. 1 parmi n, ça fait toujours n, j'ai dit tout à l'heure. Et là, il me reste 2 fois 2 à la puissance n moins 1 fois la matrice identité fois b. Donc en fait, il me reste 2 puissance n moins 1 fois b. Donc voilà ma réponse au final. J'ai plus qu'à calculer ça. Madame, c'est I Oui. n ou I2? Ah, I2, pardon, I2. Bon, alors attention, par contre, n, je ne le connais pas. N, c'est l'entier que je cherche, la puissance que je cherche, donc elle est indéterminée ici, je ne la connais pas. Je ne peux pas la remplacer par quelque chose. Donc ça fait 2 puissance n fois la matrice identité de taille 2, plus n, 2 puissance n moins 1, fois la matrice B. La matrice B, c'était celle-ci, qui était très simple. Okay, j'arrangerai un petit peu la présentation là, j'ai mis des trucs en plein milieu. C'est pas très lisible, hein. J'essaie de changer un peu la présentation. Je vais faire mieux là. Ça, je ne sais pas si je vais me le laisser, mais peut-être un exemple. Un petit exemple ici. Pour des exemples de binôme. Alors, hop. Et donc, au final, il va me rester une seule et unique matrice que je peux tout rassembler en une seule. Avec. Alors, c'est une matrice triangulaire supérieure, donc là, il y a toujours un 0. Et puis sur la diagonale, je me retrouve avec quoi? Deux puissance n. N, bah, et là. Et là, j'ai un 0 dans la première matrice, donc le seul coefficient que je récupère, c'est lié à la deuxième matrice, c'est n, 2 puissance n moins 1. Voilà. Donc par exemple, si je voulais a puissance 50, ben, je dirais que c'est 2 à la puissance 50, fois 50, 2 puissance 49, 2, et là j'aurai 2 puissance 50. Donc je suis capable de calculer la puissance n pour n'importe quelle valeur de n grâce à ça. Voilà, donc ça c'est une chose qu'on a déjà vue dans un autre exercice. Alors, on en est là. Calcule la puissance n. Bon, ça on a fait. En déduire la dérivée n-ième de la fonction f qui est proposée ici. Alors ça, c'est vraiment une question de synthèse.
il faut utiliser toutes les questions précédentes et essayer de trouver le lien entre ces questions. Par exemple, quel est le lien entre la... Alors déjà, cette fonction-là, est-ce que vous voyez un lien entre cette fonction et les fonctions qui sont proposées F1, F2, par exemple? Déjà, première chose. La fonction F. C'est F1 plus 3 F2. C'est F1 plus 3 F2. Ouais. Est-ce que tout le monde voit ça? Que c'est exponentielle de x plus 3x exponentielle de x, donc F1 plus 3 F2. Donc en fait, ma fonction F s'écrit dans la base B comme le vecteur 1, 3. La fonction F, c'est le vecteur 1, 3 dans la base B. Parce qu'il a comme coordonnée 1, 3. Bon, il y a déjà ça, on voit que la fonction qui est donnée, ce n'est pas n'importe qui, c'est un élément, la fonction, elle appartient à un vecteur de F1, F2. C'est un élément de ce plan vectoriel-là, engendré par F1, F2. Et la dérivée énième, quel est le lien entre la dérivée énième de cette fonction et les éléments de l'exercice? Est-ce que vous voyez un rapport ici? La matrice à puissance n, Oui. c'est les dérivées énièmes des vecteurs de la base de E. Oui, exactement. Quand je vais calculer A puissance n, la matrice A étant la matrice de phi, quand je multiplie la matrice A à un vecteur, ça me renvoie la dérivée de la fonction en fait, qui s'écrit dans la base F1, F2. Et donc, si j'applique n fois de suite la matrice A, ça me fait appliquer la matrice A puissance n, ben, je vais dériver autant de fois la fonction. Donc, si je calcule A puissance n fois le vecteur 1, 3, eh ben, j'aurai accès à la dérivée énième de la fonction f. Alors, on va expliquer tout ça. Mais donc, je peux interpréter, en fait, en termes d'algèbre linéaire, cette question de trouver la dérivée énième, elle s'interprète très bien en termes de trouver l'image par une application linéaire d'un certain vecteur d'un espace de fonction. Donc, on remarque que ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que f, c'était f1 plus 3f2, et donc c'était un élément de vecteur de f1, f2 qui était l'espace vectoriel E. F dérivée énième, qu'est-ce que c'est? C'est phi puissance n de f. Pourquoi? Parce que phi puissance n, ça veut dire phi rond phi rond phi de f. Donc je prends f, phi de f, je la dérive une première fois, phi de f, c'est la dérivée seconde, ainsi de suite. Et donc si j'applique n fois de suite mon application phi, ben, j'obtiens bien la dérivée énième de f. Donc ça, c'est la dérivée énième de f. Et puis, je vais passer en notation matricielle. C'est la seule chose qu'il faut que je fasse attention, c'est hop, on passe en notation matricielle. Et puis, on voit ce que ça nous donne. Donc, ici, alors ce truc-là, je vais laisser de côté. J'arrange un peu la présentation plus tard. Voilà. Donc, on passe en notation matricielle. Alors, on cherche phi puissance n de f. Donc, en notation matricielle, qu'est-ce que je dois calculer exactement? Quel produit matriciel ça me fait calculer ça? La matrice de phi puissance n, c'est A puissance n, ouais, fois la fonction f, mais la fonction f, en coordonnées dans la base f1, f2, c'est qui? Le vecteur 1, 3. 1, 3, ouais. Donc en fait, je cherche ce produit matriciel, c'est-à-dire que
dans la base B, eh bien, les coordonnées de la dérivée n-ième, comme ça, de f, dans la base B, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la matrice de phi relativement à la base B puissance n fois le vecteur 1, 3. Alors, fois les coordonnées de f dans la base B, c'est-à-dire ma matrice A puissance n fois le vecteur 1, 3. Voilà. Ça, c'est parce qu'on a fixé une base, on travaille en coordonnées dans cette base. Donc finalement, au lieu de dériver n fois ma fonction, bah, j'ai juste à multiplier la matrice A puissance n par le vecteur 1, 3. Donc, faisons ce calcul. Je récupère ma matrice A puissance n et je la multiplie par le vecteur 1, 3. Alors, je vais obtenir un vecteur. Ce vecteur, c'est, je fais mon produit matriciel, 2 fois 2 puissance n fois 1, ça fait 2 puissance n, plus 3 fois 2 puissance, alors 3 fois n fois 2 puissance n moins 1, c'est la première coordonnée. Et la deuxième, c'est 0 fois 1 plus 3 fois 2 puissance n. Donc, c'est 3 fois 2 puissance n. Est-ce que c'est 6 puissance n? Ça fait 6 puissance n, ça, 3 fois 2 puissance n. Est-ce que ça fait 6 puissance n? Je peux lancer un sondage. Non, pas du tout. Non, pas du tout, hein, vraiment pas. Attention. Il faudrait que ce soit 3 puissance n fois 2 puissance n. Là, oui, ok, ça ferait 6 puissance n. Mais 3 fois 2 puissance n, c'est 3 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, etc. Bah, 3, il n'est qu'une fois, alors 2, il est n fois, donc c'est pas du tout pareil que si je faisais 6 puissance n. Donc attention, ça me tue. Bon, j'espère que tout le monde en est persuadé, mais on ne sait jamais. Alors voilà ce que ça donne. Donc, on est passé en notation matricielle pour faire le calcul. Maintenant, on repasse en notation fonction. C'est-à-dire qu'on va retransformer ce vecteur-là en la fonction qui est représentée par ses coordonnées. Alors, donc, finalement, on repasse en fonction. Ma dérivée n-ième, et ben, ce sera, ben, en fait, ça représente des coordonnées dans la base B. Donc, 2 puissance n plus 3 fois n, 2 puissance n moins 1 fois f1, plus 3 fois 2 puissance n fois f2. C'est-à-dire, finalement, que la dérivée n-ième de 3x plus 1 exponentielle de x, dérivée n-ième, c'est 2 puissance n plus 3n, 2 puissance n moins 1 fois exponentielle de x, plus 3 fois 2 puissance n fois x exponentielle de x. Voilà, ça me donne cette formule. Donc, c'est pas mal, ça permet de faire un... Donc, si on vous avait donné l'exercice suivant, calculer la dérivée 50e de cette fonction, ben, vous auriez pu dire, ben, je peux résoudre cette question en passant en algèbre linéaire, en prenant un espace vectoriel engendré par une famille de fonctions, en prenant une matrice particulière, en calculant ses puissances successives, en remultipliant, en transformant tout en coordonnées dans cette base, et après en repassant en fonction. Voilà, tout à fait naturel comme démarche. On est bien d'accord que ce n'est pas naturel du tout, et c'est ça la force des maths. Hein. La force des maths, c'est de mettre en lien des domaines qui, a priori, n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres. Cette question, dériver 50 fois cette fonction, ou dériver n fois cette fonction, c'est une question totalement indépendante des matrices et des applications linéaires. Je peux y répondre en utilisant cette nouvelle théorie. Et souvent, en maths, c'est ça, on a des domaines très éloignés, et ça fait... Donc, par exemple, quand vous avez peut-être entendu parler du théorème de Fermat. Le petit théorème de Fermat, c'est x puissance n plus y puissance n égale z puissance n. On cherche les solutions de cette équation à n fixé, on cherche les solutions de cette équation, etc. C'est une équation de Fermat, ça s'appelle. Et Fermat avait écrit dans la marge de son cahier, donc Fermat c'était le XVIIIe siècle, hein. Il avait écrit, oui, j'ai trouvé la réponse à cette question, mais je manque de place dans la marge pour écrire ma démonstration. En fait, on a juste retrouvé ce papier-là. Il avait écrit dans un livre, dans un petit coin. Et sauf que ce théorème de Fermat, on a cherché une démonstration
pendant longtemps. Et la démonstration n'a été obtenue qu'en 2000, dans les années 2000, je ne sais plus exactement. Et si vous voulez, je pense que Fermat, il aurait dû, au lieu d'avoir une petite marge pour écrire sa démonstration, ça lui aurait nécessité un livre entier, en fait. La démonstration, je ne sais pas combien de pages elle fait, mais peut-être 200 pages, 300 pages, je ne sais pas. Et en fait, elle utilise des domaines mathématiques qui n'ont absolument rien à voir avec l'arithmétique que Fermat, sur lequel Fermat travaillait, en fait, les microchronies, tout ça. Ça n'a absolument rien à voir. On utilise des courbes elliptiques, de la géométrie. En fait, on fait plein de choses complètement en dehors pour réussir à démontrer ce théorème-là. Ce qui nous fait dire qu'a priori, Fermat devait s'être trompé quand il avait pensé avoir une démonstration de ce théorème, parce que c'est juste pas possible. Il n'y a pas de démonstration super simple de ce théorème. Voilà, c'est pour la petite anecdote. Et ce théorème, il sert à quoi? Alors, comment répondre à cette question? On ne peut jamais savoir en fait à quoi il sert. À quoi il sert exactement, il peut servir justement dans d'autres domaines auxquels on n'aurait jamais imaginé que ça puisse servir. Par exemple, là, les matrices, tout ça, on n'aurait jamais imaginé que ça puisse nous aider à calculer des dérivés de fonctions, par exemple. On ne peut pas dire à l'avance, en maths, on ne peut pas prédire à l'avance qu'est-ce qui va servir à quoi. Donc là, je n'ai pas de réponse à t'apporter exactement à quoi sert ce théorème. Peut-être juste à donner un résultat qui est sympa en arithmétique. Après, peut-être qu'il peut servir à d'autres choses que je ne connais pas ou à d'autres domaines aussi. On ne peut jamais savoir en maths ce qui va servir à quoi. Et ouais, c'est pour ça que la recherche mathématique, parfois, on a l'impression qu'elle ne s'applique pas. Et en fait si, hein, les théorèmes, parfois, qui paraissent complètement théoriques, qui sait que ces théorèmes, ça ne va jamais servir à rien. On ne peut jamais savoir. Il y a toujours un moment donné où cette théorie, elle va être utilisée à autre chose que ce à quoi c'était le but au départ. Voilà. Si vous voulez avoir des petites infos sur le théorème de Fermat, il y a un bouquin qui est tout à fait lisible hein, sur la personne qui l'a démontré, c'est Andrew Wiles. C'est un gars qui a bossé tout seul pendant 10 ans, un truc comme ça, pour démontrer le théorème de Fermat. Le théorème de Fermat, il avait été, donc pendant 200 ans, hein, on n'avait pas trouvé de démonstration à ce théorème. Il a bossé tout seul, il a utilisé des trucs de japonais, etc. Il y a le livre qui s'appelle Le dernier théorème de Fermat, que vous pouvez lire. Ça se lit comme un roman, ça explique comment il a réussi à démontrer le théorème en bossant tout seul. Sachant que maintenant, ça n'existe plus, les gens qui travaillent tout seuls. En recherche, ça n'existe pas, en fait. Ils travaillent en équipe, sinon ils n'avancent pas. Donc là, c'est vraiment un dernier contre-exemple de personnes qui travaillent toutes seules et qui arrivent à faire quelque chose d'incroyable. Démontrer un théorème, ça fait 200 ans que tout le monde se cassait les dents dessus. Voilà. Allez, revenons à nos moutons. Alors, l'exercice 12, c'est fait. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le même genre qui soit... Si on travaille un petit peu sur les inverses de matrice, tiens, pour remettre en pratique ce qu'on a vu hier. On va faire l'exercice 17. Je vous donne l'énoncé si vous ne l'avez pas sous les yeux. Bon, pas du coq à l'âne, mais on va déjà travailler sur ça. C'est vraiment un exercice d'application directe. D'accord? Non, pardon. 17. Je n'ai pas le... J'ai encore ma fiche de l'année dernière, c'est pas grave. Alors, c'est pas celui-là que je voulais, pardon. Excusez-moi. C'était l'exercice d'avant, c'était l'exercice 18, pardon. On va plutôt faire le 18. C'est lui que je voulais, comme exercice d'application directe. Voilà. Il faut donner le rang de la matrice, et puis déterminer pour quelle valeur de alpha la matrice est inversible, et trouver son inverse pour alpha égale 0. Son inverse si alpha égale 0. Alors, juste pour bien mettre en perspective ce qu'on a vu, pourquoi on vous demande le rang de cette matrice? À quoi ça peut servir dans cet exercice? Pour savoir si la matrice est carrée, non? Alors, le fait qu'elle soit carrée, ça c'est bon parce que c'est une matrice qui a 3 lignes et 3 colonnes, donc déjà elle est carrée. Oui, non, mais justement, parce que selon A, son rang peut changer, non? Selon A, qu'est-ce que ça veut dire? Selon alpha? Selon alpha, pardon. Alpha, je ne sais plus A, mais c'est alpha. Oui, selon alpha, le rang va changer peut-être, effectivement. Alors, quelles seraient les possibilités du rang de la matrice A? Qu'est-ce qu'elle pourrait avoir comme rang?
faut tester. Enfin, faut... Ouais, mais là, comme ça, on peut dire des choses déjà sur le rang. Ça serait de quel rang? Qu'est-ce qui serait 3, possible? 2, 3, 2, Ouais. 1. 3, 2, 1 ou 0, on va dire. Hein. Ce qu'on a dit, c'est que la matrice, le rang de la matrice, c'est le rang des vecteurs colonnes. Comme il y a 3 vecteurs colonnes, bah, le rang il est plus petit que 3. Le rang il est plus petit ou égal à 3. Donc c'est 3, 2 ou 1 ou 0. Alors 0, c'est pas possible, parce que les seules matrices de rang 0, c'est la matrice nulle, c'est celle qui a que des 0 de partout. De rang 1, ça voudrait dire que tous les vecteurs sont proportionnels les uns aux autres. Bah, ça ne marche pas. Ça veut dire que tous les vecteurs sont recevés en premier. On voit que ce n'est pas possible. Ça marche pas. Donc, elle est de rang 3 ou de rang 2. Et donc, selon les valeurs de alpha, bah, vous allez savoir. Et pourquoi c'est intéressant de connaître son rang pour les... Est-ce que la matrice est inversible ou pas? Est-ce que ça peut nous aider à répondre à cette question? Mais parce que si elle est de rang 2, vu qu'elle comporte 3 lignes, elle ne sera pas inversible? Exactement. Elle sera inversible si et seulement si elle est de rang 3. Donc, pour répondre à la question pour quelle valeur de alpha la matrice est-elle inversible, bah, vous allez trouver le rang en fonction de alpha. Et pour les valeurs de alpha pour lesquelles elle sera de rang 2, bah, ce sera une matrice non inversible, puisque ce sera une matrice d'application non bijective. Si elle est de rang 2, ça veut dire que l'image est de dimension 2 et pas de dimension 3. Et que le noyau est de dimension 1, donc elle n'est pas injective, elle n'est pas surjective. Donc la matrice n'est pas inversible pour ça. OK? Dernière chose avant de vous laisser commencer, comment je fais pour trouver le rang de A? Quelle est la méthode? On essaie d'échelonner, mais on fait surtout un système après. Alors oui, c'est ça, si, on échelonne les colonnes, ouais. On échelonne les colonnes de A. On échelonne la matrice, et puis après, on essaie de faire une disjonction. Ça revient à faire comme un système, mais là, le système, il n'est pas forcément obligatoire. On échelonne les colonnes de A. Voilà, donc je vous laisse, à partir de là, je vous laisse essayer de chercher un peu. Vous essayez d'échelonner votre matrice pour trouver son rang. Si vous voulez, vous avez donc si vous souhaitez travailler ensemble, vous pouvez aller sur les petites salles de Discord.
Corrige silencieusement, on ne peut pas vous embêter dans vos calculs. Continuez vos calculs à vous, parce que la correction elle sera disponible après. Je vais échelonner d'une certaine manière, vous allez peut-être échelonner de manière différente. Donc finissez vos calculs à vous, puis moi j'expliquerai mes calculs à la fin. Alors je me suis arrêtée à cette étape, parce qu'après, ici, on est un peu embêté pour finir d'échelonner comme il y a alpha ici qu'on ne connaît pas. En fait, il vaut peut-être mieux commencer la discussion à partir de maintenant. Parce que si, comme on ne connaît pas alpha, c'est vrai que là, j'essayais par exemple de faire des opérations pour combiner ensemble mes deux dernières colonnes pour éliminer soit le 5-3 alpha, soit le 6. Et ça nécessite que je multiplie la colonne 3 par 5-3 alpha pour après l'ajouter avec la colonne 2, par exemple, faire apparaître un 0. Et si je fais ça, je multiplie la colonne 3 par un nombre qui dépend de alpha. Ce nombre peut éventuellement être nul. Si ça fait 0, je suis en train de remplacer une colonne par une colonne de 0. Donc, ça ne conserve pas le rang de faire ça. Donc, le mieux, c'est d'arrêter la discussion à ce moment-là, enfin d'arrêter les calculs à ce moment-là. Oui. Déjà, si on les additionne là, il y aura déjà, pour la colonne du milieu, par exemple, il y aura un 0 en haut et un 0 en bas. Oui, c'est vrai.
Oui, tu peux éventuellement faire ça si tu veux, mais ça va... Enfin, disons que sachant que ça dépend vraiment exclusivement de ce qui va se retrouver sur la diagonale, si tu veux, mais oui, si tu veux, on peut faire ça, c'est vrai. Si tu additionnes les colonnes, tu vas avoir 1, 3, 1. J'additionne mes colonnes entre elles, donc je vais laisser celle-ci. On peut éventuellement, ça peut permettre d'éliminer les coefficients qui ne servent à rien. Donc, je peux ajouter, si je fais ça, j'ai un 0 ici. Bah, le problème, par contre, c'est que j'ai du coup un coefficient qui dépend aussi de alpha là. Donc, j'ai deux coefficients qui dépendent de alpha et en fait, non, du coup, c'est pas pratique. Même si ça fait apparaître un 0, ce 0-là, il ne sert strictement à rien parce qu'il ne peut pas être pris en compte dans l'échelonnage. Mais ça nous fait déjà un cas. Après, il y a juste à résoudre le coefficient qui reste par rapport à alpha pour que ce soit nul, non? À ce moment-là, je vais plutôt additionner avec la colonne précédente pour éviter, pour éviter de faire apparaître d'autres alphas où ils n'étaient pas. Je vais plutôt faire ça. Je vais plutôt additionner la colonne 2. Je vais lui ajouter la colonne 3. Comme ça n'a pas l'inconvénient de faire apparaître un autre alpha supplémentaire ici. Oui, je vais faire ça. C'est peut-être ça que tu voulais dire. Donc là, effectivement, ça me fait un 0, mais là, ça me fait... quand je vais additionner, ça va me faire -1, -3 alpha ici. Et là, je vais laisser alpha -2 et -6 et 0. Voilà. Après, je peux éventuellement changer l'ordre, permuter l'ordre des vecteurs pour faire apparaître les 0 un peu plus alpha -2, -6, 0. Et puis là, j'ai 0, -1, -3 alpha, et puis 0. Voilà, j'ai ça. Donc là, bon, ok, là, c'est vrai que c'est plus facile de commencer la discussion, étant donné qu'on a finalement des vecteurs, ça va être assez facile de regarder s'ils sont échelonnés ou pas. Donc, discussion, à partir de là. Alors, la discussion, ça consiste à regarder, alors déjà, le premier vecteur, on peut dire qu'il est à part, parce que lui, il a un 1 sur la dernière ligne, alors que les autres ont que des 0. Donc, on voit que le rang, il va être soit de 2, soit de 3, hein, parce que soit j'aurai ce vecteur-là, plus celui-ci, et celui-ci, si jamais il n'y en a aucun qui est combinaison des autres, ça va me faire un rang 3, mais si par exemple ces deux-là, les deux derniers sont proportionnels, finalement, ça ne fera qu'un rang 2. Donc, ce qu'il faut que j'aille regarder, c'est déjà, si le coefficient -1, -3 alpha est nul, ça me fait un rang 2. Donc, peut-être première chose à dire, soit -1, -3 alpha égale 0. À ce moment-là, ma matrice, elle s'écrirait comme ça, alpha -2, -6, 0, et puis 0, 0, 0. Donc, elle serait de rang 2. Ensuite, je vais me placer dans le cas où ce coefficient est différent de 0, pour voir si je peux quand même obtenir du rang 2 ou pas. Si le coefficient est différent de 0, je me retrouve avec une matrice qui s'écrit comme ça, alpha -2, -6, 0, et puis là, j'ai 0, ce coefficient-là qui est différent de 0, et puis un 0. Est-ce qu'il est encore possible d'obtenir du rang 2 à partir de cette matrice, si ce truc-là est différent de 0? Est-ce que ce sera encore possible? J'ai forcément un rang 3 ici. Pour moi, on a forcément un rang 3. Alors, en fait, il reste un cas de figure où peut-être que... Ouais, il y a un cas, une valeur de alpha qui peut éventuellement donner encore un rang 2. Et toutes les autres vont donner du rang 3. Si -1, -3, c'est égal à -6 Oui. Alors, oui et non, parce que... En fait, non, c'est pas ce cas-là. Parce que même si ça, c'est égal à -6, à ce moment-là, j'aurais la matrice suivante, -6, 0. Et puis là, si j'avais -6, 0, 0, on voit que ces deux vecteurs ne peuvent pas être proportionnels malgré tout. Donc, ça ne changerait rien. Oui? C'est alpha égale à 0? Non, si alpha égale 0, je vais obtenir -2. Madame, on prend les deux premières colonnes. On prend les deux premières colonnes. Ce qui se passe, c'est qu'on a 1, 3, 1. Ouais. Et on a -2, -6, et en fait, on fait plus 2 fois la première colonne. Ah non, mais ça nous fait toujours du rang 3. Ça fait toujours du rang 3 parce qu'à cause du 1 qui est ici. Mais vous ne vous focalisez pas sur les bons trucs. Si alpha est égal à 2, pour moi, ouais. On va avoir 0, -6, 0, et on pourra juste multiplier les deux lignes pour les rendre proportionnelles. Exactement, exactement. Si alpha égale 2, ce qui se passe, c'est que c'est le coefficient alpha -2 qui va s'annuler, donc là, j'aurai du 0. Là, j'aurai toujours -6. Et puis là, j'aurai un certain coefficient, mais qui sera différent de 0. Je ne sais pas combien, mais un truc différent de 0.
Ce qui veut dire que si je compare ces deux colonnes, la colonne 2 et la colonne 3, elles sont forcément proportionnelles. Parce que je peux toujours partir de -6 et multiplier par quelque chose pour arriver au coefficient qui est ici. Donc là, j'aurai aussi du rang 2. Donc finalement, dans les autres cas de figure, j'aurai des vecteurs qui sont ici, qui ne sont pas proportionnels, donc nécessairement du rang 3, parce que le premier vecteur, il est à part, comme il a un en plus là, mais les deux là, ils ne sont pas proportionnels. Par contre, si alpha égale 2, ben là, j'ai deux vecteurs proportionnels, donc un rang 2. Donc ce qu'on peut vouloir dire, c'est sous discussion ici. Si alpha égale 2, à ce moment-là, ma matrice, ben, je peux la calculer, elle va s'écrire correctement, 0, -6, 0. Et puis là, si alpha égale 2, ça va me donner 0. Ça va me donner -1, donc ça va me donner -7, 0. Donc, proportionnel. Et donc, un rang 2. Et puis après, si alpha est différent de 2, sachant qu'alpha était aussi différent de 1 tiers, de -1 tiers aussi, et bien à ce moment-là, on a la matrice suivante. Un coefficient différent de 0 ici. -6, 0. 0, un coefficient différent de 0 ici et 0. En fait, on voit que cette famille-là sera forcément de rang 3 parce qu'il n'y a pas moyen d'obtenir le premier à partir de la combinaison des deux autres, sachant que les deux autres, ils ont des 0 en bas. Il n'y a pas moyen d'obtenir le deuxième comme combinaison du premier et du dernier, toujours à cause d'histoire du 0 en bas. Et il n'y a pas moyen d'obtenir le dernier comme proportionnel aux deux premiers ou combinaison des deux premiers, parce que si c'est pas possible, les coefficients sont non nuls au mauvais endroit, quoi. Donc c'est pas vraiment échelonné, mais c'est le même principe. C'est-à-dire qu'ici, les vecteurs sont forcément libres, parce qu'aucun peut être combinaison des autres dans ce cas de figure-là. Donc le rang sera égal à 3. Donc là, on est un peu embêté parce qu'on n'arrive pas à échelonner, on va dire, on pourrait échelonner proprement, mais là, les calculs seraient un peu compliqués à cause des alpha. Donc le mieux, c'est peut-être de commencer la discussion quand même ici, de faire un petit bilan à la fin. Quand est-ce qu'on a obtenu du rang 2 ? Rang 2, si et seulement si alpha égale, qu'est-ce qu'on a obtenu comme probabilité ? Rang 2, on l'a obtenu ici et ici. Donc, soit alpha est égal à 2, ou alpha est égal à, si je regarde là, -1 tiers. Et sinon, rang égale 3. Alpha est en R, privé de 2 et de -1 tiers. Donc finalement, les seules valeurs qui rendent la matrice A non inversible, A n'est pas inversible lorsque alpha égale 2 ou -1 tiers. Et sinon, elle est inversible. Sinon, elle est tout le temps inversible. C'est plutôt I, ici que I. Et donc, en particulier, si alpha égale 0, puisque l'énoncé nous demandait de calculer l'inverse si alpha est égal à 0. Si alpha égale 0, A-1 existe. Donc là, pareil, je vais vous laisser un petit peu de temps pour essayer d'appliquer la méthode qu'on a vue et trouver l'inverse de A dans ce cas-là. Donc, si alpha égale 0, la matrice A, elle s'écrit 1, 2, 0, 3, 5, 0 et 1, 0, 2. Voilà. Et donc, calcul de A-1 avec la méthode qu'on a vue. Je vous laisse un peu de temps. On part de AX égale Y, vous vous rappelez, XY étant des vecteurs quelconques. AX égale Y, vous mettez un système, vous essayez d'inverser le système.
Alors, est-ce que vous avez réussi à calculer l'inverse? Donc, on pose AX égale Y. A fois X, Y, Z égale ABC, par exemple. On écrit ça sous forme de système. X plus 2Y égale A. 3x plus 5y égale B. X plus 2z égale C. De ce système, il faut le résoudre. Donc, sachant que la matrice A est inversible, on est sûr que le système aura une unique solution. On sait qu'on peut résoudre le système. Alors, on peut éliminer, par exemple, je vois que Z n'apparaît qu'une fois, donc il ne vaut mieux pas toucher la troisième ligne, sinon on va faire... donc on va essayer d'éliminer peut-être les Y en multipliant par exemple cette ligne-là par 5, cette ligne-là par 2, et puis en soustrayant ensuite les lignes, on va éliminer les Y. Donc, c'est une idée, hein, on peut écrire comme ça. Plus 10Y égale 5A. Ensuite, 6x plus 10y égale 2b, puis je ne touche pas à la dernière ligne. Ensuite, je vais faire ligne 2, je la remplace par ligne 2 moins ligne 1 pour éliminer les y. Comme ça, on aura échelonné le système. Donc, x plus 2y, 2z, pardon, égale ici, je ne touche pas. Là, je soustrais ça, ça va faire x. Les y simplifient, égale 2b moins 5a. Et la première ligne, je peux récupérer
la toute première, je peux récupérer x plus 2y, donc je redivise par 5 pour éviter d'avoir justement une ligne avec multiplié par 5. Je récupère la ligne dans une étape d'avant, dans une étape précédente. Alors, je vais réécrire mon système de manière à bien voir le fait que c'est échelonné. D'abord, j'ai x qui est égal à moins 5a plus 2b, si j'écris dans l'ordre. Ensuite, j'ai x plus 2y qui sera égal à petit a, et j'ai x plus 2z qui sera égal à petit c. Donc, je vois que si je trouve x, ben, je peux remplacer, trouver y et trouver z. Donc, on a bien fini d'échelonner le système ici. Alors, x égale moins 5a plus 2. Qu'est-ce que j'ai oublié un truc? Moins 5a plus 2b. Hein. Ouais, c'est bizarre, c'est plus 2b. Ensuite, y, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est a moins x divisé par 2. Donc, 1 demi de, entre parenthèses, a moins x. Donc, je vais trouver le calcul. Ici, ça fait 1 demi de a moins 1 demi de x. Donc, je vais remplacer x par sa valeur. Ça fait plus 5 demi de a moins b. Donc, ça fait 1 demi de a plus 5 demi de a. 6 demi, ça fait 3a moins b. Vous me dites si vous trouvez pareil que moi, si je me suis trompée quelque part. Et pour z, c'est 1 demi de c moins x. Donc, ça fait 1 demi de c moins 1 demi de x. Donc, plus 5 demi de a moins b. Et donc, au final, ça fait 5 demi de a moins b plus 1 demi de c. Voilà, je ne sais pas si certains avaient réussi à finir le calcul, mais du moins, je ne sais pas si vous avez trouvé ça. Je vais en déduire la matrice A moins 1. Alors, pour faire ça, il faut que je me souvienne que ça représente le vecteur x, y, z, qui s'écrit comme la matrice A moins 1 fois le vecteur ABC. C'est ça que ça représente. Donc, je sais que le résultat que j'ai trouvé pour x, y, z, c'est le résultat d'une certaine matrice fois ABC. Et cette certaine matrice, je la lis en ligne. Je lis ici moins 5, 2, 0. Donc, la matrice A moins 1. Ça sera la matrice constituée de la ligne moins 5, 2, 0. C'est la ligne qui a été multipliée par le vecteur ABC pour donner la coordonnée x. Et puis pareil, ça ferait moins 1, 3, moins 1, 0 pour la deuxième ligne. Et puis 5 demi, moins 1, 1 demi pour celle-ci. Alors en vérification, je peux vérifier que quand je multiplie A moins 1 par A, eh bien, j'obtiens bien la matrice identité. Donc, vérification, si vous avez un doute sur votre résultat. Quand je fais A-1 remultiplié par A, je suis censé obtenir une identité de taille 3. Je peux vite faire regarder si c'est bon. 1, 2, 0, 3, 5, 0. Je multiplie par ça. Et puis 1, 0, 2. Ça va me donner, alors la première, ça ferait moins 5 plus 6, ça fait 1. Ici, ça ferait moins, ça fait 0, là aussi. Donc, la première ligne est bien. 3 moins 3, ça fait 0. 6 moins 5, ça fait 1. Donc, c'est bon. Ouais, ça paraît correct. La dernière ligne, ça ferait du 5 demi. Moins 3 plus 1 demi, ça fait bien du 2. Ça fait 1. Ensuite, 5. En 5, ouais, c'est bon. Et ben, ok, ça marche. Ça fait identité. Donc, ça devrait marcher ici. Ça devrait être la bonne réponse. Est-ce que ça va pour la méthode de calcul d'inverse? Est-ce que tout le monde a vu comment on faisait? Oui, ça va, ça va. Ça va, ok, très bien. C'est assez simple. Hein. Et bien, enchaînons sur un exercice un petit peu plus ambitieux aussi, qui va nous faire retravailler pas mal de choses. L'exercice 20. Je passe vite sur la question 1, montrer qu'f est un endomorphisme. Je passe vite parce que f est clairement linéaire. F est linéaire, c'est assez évident. Parce que je fais P moins P, hein, donc c'est assez évident.
Et pourquoi c'est un endomorphisme encore? Parce que si je prends un polynôme de degré plus petit que 3, P' moins P, il sera aussi de degré plus petit que 3. Et si degré de P est plus petit que 3, et ben, le degré de l'image de P est aussi plus petit que 3. Donc, F, elle arrive bien dans R3 de X. L'espace d'arrivée est R3 de X aussi. Donc, c'est bien un endomorphisme. Voilà, je passe vite, et comme ça, vous pouvez vous concentrer sur les questions qui concernent les matrices à partir de la question. Je vous laisse travailler un petit peu là-dessus.